On va reparler de cette situation aux États-Unis. On en a beaucoup parlé hier soir avec tous nos invités et nos reporters sur le terrain. Et ce soir, on voulait faire un éclairage un petit peu différent avec vous, Claude Maluret. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur de l'allié groupe Les Indépendants et Horizon. Et vous avez été célèbre, même célèbre outre-Atlantique pour vos prises de position sur cette Amérique trumpiste qui se dessine. On va retourner d'abord sur le terrain, voir ce qui se passe notamment à Los Angeles avec ce face-à-face entre Donald Trump et le plus puissant, le plus riche, le plus peuplé État des États-Unis, la Californie. Et on en reparle juste après. Regardez un sujet de Juliette Poissonnier. Des voitures brûlées et de nouveaux affrontements. À Los Angeles, 4e nuit de manifestation contre les arrestations massives d'immigrés clandestins. Hier, Donald Trump a encore musclé sa réponse en déployant des moyens supplémentaires de la garde nationale. Accusé de prendre des mesures disproportionnées pour faire monter la tension en Californie, voici ce que le président américain répond hier à des journalistes. Il fait allusion à une éventuelle arrestation du gouverneur californien Gavin Newsom. Je pense que ce serait une bonne chose. Il fait du mauvais travail. J'aime bien Gavin Newsom, il est sympa, mais il est franchement incompétent. Un bras de fer engagé entre la Maison-Blanche et les autorités californiennes. Hier, la maire de Los Angeles réagit. On n'avait pas besoin de la garde nationale. La seule chose que cela provoque, c'est de contribuer au chaos. C'est un chaos qui a été lancé par Washington, D.C. Un sentiment partagé par de nombreux Californiens. La garde nationale, partez! C'est écœurant, tout ça c'est du spectacle. Ils n'ont pas besoin de faire tout ça, on peut gérer nous-mêmes. Les autorités californiennes parlent d'une situation maîtrisée qui ne nécessite pas de moyens supplémentaires et multiplient les démonstrations de force depuis hier. Des arrestations comme celle de ce journaliste de CNN. En plein direct, cette reporter australienne reçoit, elle, une balle en caoutchouc dans la jambe, tirée par la police de Los Angeles. Au total, 1700 membres de la garde nationale ont été déployés hier soir. Claude Maluret, bonsoir. Quand vous entendez ça, là, un président, Donald Trump, qui dit soutenir l'arrestation d'un gouverneur, alors on n'a pas vraiment cet équivalent-là chez nous, on n'est pas un pays fédéral, mais président de la République qui soutiendrait l'arrestation, je ne sais pas, d'un président de région, pour l'homme politique que vous êtes, ça évoque quoi? C'est du Trump. C'est comme ça, et c'est l'escalade depuis le début. C'était déjà l'escalade lors du premier mandat, mais c'est une escalade cette fois beaucoup plus concertée, beaucoup plus préparée, et elle est d'autant plus dangereuse. C'est une situation d'illégalité pratiquement permanente. Tous ces décrets, ou en tout cas une bonne partie de ces décrets, sont attaqués devant les tribunaux et la plupart du temps, ils sont rejetés, mais ça n'empêche pas de continuer. Aujourd'hui, la provocation, elle se fait à Los Angeles pour faire monter la tension de plus en plus. De la part d'un homme, il faut quand même se rappeler, qui a libéré, c'est ce qu'il vient de faire, un des premiers actes de son mandat, amnistier 1500 personnes qui avaient été condamnées pour l'assaut du Capitole. Il parle aujourd'hui d'insurrection, alors qu'il s'agit juste de quelques manifestations, alors que lui a organisé une insurrection contre le Capitole le 6 janvier 2021 et qu'il a amnistié les 1500 personnes que les tribunaux depuis ont condamnées. C'est une stratégie très, très, très dangereuse, à mon avis, qui vise vers la confiscation du pouvoir. Je l'avais dit après qu'il ait reçu Zelensky à la Maison-Blanche. C'est une stratégie de conquête du pouvoir et de limitation dans un premier temps, et peut-être de confiscation dans un deuxième temps. Beaucoup aux États-Unis le disent de plus en plus, de confiscation de la démocratie. C'est donc dangereux et grave. Alors, si on vous a fait venir ce soir, Claude Maluret, c'est parce que vous êtes un des rares dont le nom a pu traverser l'Atlantique, le French Senator, après que vous ayez fait un discours qui a été très remarqué en France et un petit peu entendu justement aussi aux États-Unis. Vous parliez bien de ce nouveau régime trumpiste. On vous écoute et puis on en reparle juste après. Washington est devenu la cour de Néron. Un empereur incendiaire, des courtisans soumis et un bouffon sous kétamine chargé de l'épuration de la fonction publique. C'est un drame pour le monde libre, mais c'est d'abord un drame pour les États-Unis. Bon, le bouffon, référence évidente à Elon Musk.
Et la kétamine, c'est pas moi, c'est lui-même qui l'a dit. Voilà. Est-ce que vous étiez un petit peu déjà clairvoyant vous dites que vous étiez clairvoyant quand on voit effectivement, en tout cas, après forcément, il y a des opinions différentes. Les Américains, beaucoup d'Américains ont soutenu et soutiennent toujours Donald Trump, même si sa courbe de popularité est en baisse. Mais en tout cas, ça remue sévère à Washington. Oui. Non, c'est pas dans ce discours-là, mais dans un autre discours, j'avais dit également que Trump avait fait une sorte de miracle, en tout cas une vraie performance, en réunissant deux électorats qui n'avaient rien à voir. Les milliardaires de la tech avec Musk et puis tous les autres, qui sont pour une sorte de gouvernement technologique et qui ne sont pas du tout démocratiques, eux non plus. Et puis les gens du Middle West américain, c'est-à-dire les déclassés, les pauvres et les nationalistes, les populistes, comme on le voit d'ailleurs dans beaucoup de pays, y compris beaucoup de pays européens, y compris chez nous. Et je ne pensais pas que cette alliance contre nature pouvait durer. Elle est en train d'éclater. C'est peut-être une des seules bonnes nouvelles par les temps qui courent, parce que ça veut dire que ce mouvement est peut-être un peu affaibli par cela. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Trump est beaucoup mieux armé qu'il n'était en 2016, et par conséquent, il va continuer. Et ce qui se passe depuis 5 mois, c'est une gradation en permanence qui n'arrête pas. Et ce n'est pas le départ de Musk, d'ailleurs, qui va... Au contraire, peut-être ça va lui permettre de se radicaliser d'une certaine façon. Alors, ce départ d'Elon Musk, on va juste le revoir en image quelques minutes sur... le divorce, la fin de la bromance, comme disent les Américains. On en reparle juste après. Regardez cet extrait. Elon et moi avions une bonne relation. Je ne sais pas si c'est encore le cas, j'ai été surpris. Je suis très déçu. Sous les yeux ébahis de ses 220 millions d'abonnés, le patron du réseau social X riposte. Et c'est sanglant. Sans moi, Trump n'aurait pas gagné l'élection. Quelle ingratitude! L'ancien meilleur ami devient ennemi numéro 1. Est-il temps de créer un nouveau parti politique en Amérique qui représenterait les 80% du centre? Au tour de Donald Trump de répondre sur son réseau Truth Social. D'abord, l'insulte. Il est juste devenu fou. Puis la menace. Le plus simple pour économiser des milliards et des milliards de dollars dans notre budget serait d'annuler les subventions et contrats gouvernementaux du patron de Tesla et SpaceX. Claude Malhuret, vous êtes médecin, vous n'êtes pas psychiatre, mais vous sentiez qu'entre ces deux égos, entre ces deux profils égotiques, ça ne pouvait pas durer. Faire deux profils comme ça dans un même bocal, c'était scientifiquement difficile de se tenir jusqu'au bout. Oui, mais c'était plus profond que ça, plus inévitable que ça. C'était deux politiques, deux directions qui ne pouvaient pas durer ensemble. Et les milliardaires de la tech se sont fait avoir. Les milliardaires de la tech qui se pensent pour les plus intelligents du monde, ils se sont fait avoir. Ils ont soutenu un président, un candidat, et puis ensuite un président dont ils pensaient qu'il allait les laisser faire exactement ce qu'il voulait, qu'il allait booster le commerce mondial et qu'il allait redresser les finances des États-Unis. Trump est en train de faire exactement le contraire. Ils sont en train de perdre leurs milliards, la bourse a chuté, et Trump fait un budget avec un déficit comme il n'y a jamais eu auparavant, qui probablement va conduire les États-Unis vers une récession et vers un certain nombre de mois et peut-être d'années assez troublés. Donc ils se sont rendus compte d'un seul coup, je ne sais même pas d'ailleurs comment ils sont faits pour ne pas s'en apercevoir avant l'élection, qu'ils se sont fait avoir. Alors Donald Trump appelle toujours la grande et belle loi, la big beautiful, dont la plupart des économistes sont atterrés, si je peux dire. Et donc voilà où ils en sont aujourd'hui. C'est même pas une question d'ego, bien entendu, c'est avivé par des personnalités complètement mégalomanes, mais le fond du problème, c'est qu'ils ne sont pas du tout c'est qu'ils sont à 180 degrés de différence, et que les milliardaires de la tech se sont fait avoir. Après tout, on ne va pas pleurer quand même. Par contre, pour les États-Unis, ce qui est en train de se passer sur le plan des finances, sur le plan des émeutes, sur le plan des universités et tout le reste, c'est quelque chose, c'est un vrai drame. Oui, vous disiez dans votre discours, les premiers qui vont en souffrir sont les Américains. Je voyais l'augmentation de la dette avec cette Big Beautiful Law serait de 4 000 milliards. Vous êtes aussi un homme politique, c'est
pour l'avenir d'un pays, c'est pour l'avenir économique d'un pays. On est un petit peu effrayé en France par la dette, et c'est vrai que de ce point de vue-là, on n'a pas de leçon à donner. Mais quand on compare la dette des États-Unis à la dette française, c'est sans commune mesure. C'est encore bien pire. Évidemment, c'est tempéré par le fait que le dollar est la monnaie de réserve, mais néanmoins, c'est une trajectoire qui n'est pas possible de continuer. Alors, vous avez aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer sur les soutiens de Trump? C'est pour ça que je ne crois pas que ça puisse durer énormément de temps. Vous avez les milliardaires qui ont perdu leurs milliards, ou en tout cas une bonne partie, et les pauvres qui ont perdu leurs emplois et qui sont en train de perdre leurs emplois de façon, que ce soit dans la fonction publique parce qu'on les licencie, ou que ce soit ailleurs, le jour où il y aura une récession qui se profile. Vous avez été aux États-Unis souvent dans votre vie? Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué récemment ou lors de vos séjours là-bas? Est-ce que vous trouvez que l'Amérique a changé? Ou que là, c'est un balancier, comme on peut le connaître dans non, c'est pas un balancier, c'est un vrai changement de perspective. Les États-Unis, traditionnellement, c'était l'exemple au Congrès de sénateurs et de représentants qui pouvaient très bien voter les uns avec les autres. Une partie des démocrates pouvaient voter avec les républicains. C'était un pays consensuel. La dernière situation de conflit, elle remonte à la guerre de sécession il y a un siècle et demi. Et nous, on voyait... Enfin, moi, j'ai toujours vu ce pays comme... jamais... Or, ce qui se passe aujourd'hui... Mais malheureusement, ça ne se passe pas qu'aux États-Unis. On est en train d'assister au même phénomène maintenant, ici aussi en Europe. C'est une polarisation totale. Vous n'aurez plus jamais un démocrate qui votera pour les Républicains. À la Chambre, au Congrès, c'est de plus en plus clivé. Et évidemment, c'est une Amérique complètement différente. C'est non seulement clivé, mais c'est clivé avec des antagonismes, avec des haines, avec des injures. Des injures, justement, j'allais vous demander. Favorisées par les réseaux sociaux, évidemment, à la puissance 10. Et ça, c'est des États-Unis nouveaux et problématiques. Ces injures, cette vulgarité aussi de Donald Trump, vous qui êtes sénateur, j'imagine bien qu'au Sénat en France, il y a des dissensions, mais on n'est pas encore à ce niveau-là, sauf... Non, mais à l'Assemblée nationale, certains s'en rapprochent. Mais on n'est peut-être pas encore au niveau des États-Unis. Quand vous voyez cela, vous vous dites, ça n'a rien à voir avec l'âge, mais est-ce que vous vous dites... Nous, on fait partie de l'ancien monde et aujourd'hui, la politique, c'est ça, c'est vraiment un clash permanent, des insultes, une violence extrême. Oui, mais... Vous avez peur que ça arrive en France? Oui, je pense que c'est en train déjà d'arriver en Europe. Vous savez, Obama qui s'est beaucoup servi des réseaux sociaux, ça a été le premier à se servir des réseaux sociaux à ce point pour devenir président des États-Unis, donc il connaît bien. Et Obama disait il y a quelque temps dans une interview, les réseaux sociaux sont devenus la principale menace contre les démocraties. Et je pense que, alors c'est pas le seul problème, mais je pense que ça y contribue pour beaucoup. Et ce qui se passe en France avec les réseaux sociaux, c'est aussi cela. Ce qui se passe en Europe, c'est de plus en plus d'opposition, de plus en plus d'injures, évidemment, toute la journée, de plus en plus de régimes illibéraux, parce que ce que fait on va y venir sur le terrain. C'est ce que fait Orban, c'est ce que font d'autres, c'est maintenant l'élection en Pologne, etc. Donc oui, ça va plus vite aux États-Unis, ça va plus fort aux États-Unis, parce que c'est toujours plus fort, les choses sont toujours plus fortes aux États-Unis, mais c'est en train de gagner l'ensemble du monde démocratique, et bien entendu, ça ne fait que plaisir à tous les dictateurs, à commencer par Poutine, qui sont en lutte contre ce monde démocratique. Avant de revenir en Europe, je voulais justement, en vous invitant, on voulait vous faire réagir sur une séquence édifiante de l'un de nos reporters, l'un de nos reportages pour Envoyé spécial. Vous qui êtes médecin, ces derniers jours, on l'a vu, l'attaque, et d'ailleurs J.D. Vance, le vice-président américain, avait dit avant même l'élection, nous allons attaquer les universités. Vous êtes scientifique, cette attaque sur les universités, on l'a vu cette semaine, les visas pour les étudiants étrangers de Harvard révoqués, en tout cas pour ceux qui n'y étudient pas encore. Les autres, ça va être réexaminé. Près de 7000 étudiants, parmi les plus brillants de la planète, on peut le dire, 7000 étudiants étrangers sont concernés. Et puis surtout, cette attaque sur la science. Alors vous allez voir, Violaine Vermogo a suivi pour notre magazine Envoyé spécial le quotidien très, très malmené, très inquiétant aujourd'hui de ces chercheurs américains, y compris, vous allez le voir, d'un médecin. On en reparle juste après, regardez. Jeffrey Wickersham étudie la transmission du sida parmi les minorités sexuelles, comme les homosexuels et les personnes trans, en Malaisie principalement. Sans surprise,
il est l'un des premiers ciblés par la nouvelle administration. Ça, ce sont les lettres de résiliation de subventions venant de l'Institut national de santé. J'en ai reçu 4. C'est la première rupture de contrat qu'on a reçue. Je cite, « Cette subvention ne correspond plus aux priorités de l'agence. Les programmes de recherche basés sur l'identité de genre sont souvent peu scientifiques, apportent peu de résultats concrets et n'améliorent en rien la santé de la majorité des Américains. Beaucoup de ces études ignorent les réalités biologiques au lieu de les examiner sérieusement. Je vais être très clair. C'est profondément insultant et blessant de dire que notre travail n'est pas scientifique, alors qu'on suit les principes scientifiques les plus rigoureux et que notre recherche est jugée de grande qualité par certains des meilleurs scientifiques du monde. Voilà, reportage réalisé à l'université de Yale, d'où est issu pourtant le vice-président J.D. Vance. Claude Maluret, vous êtes médecin. Je vous avais même entendu quand vous évoquiez votre coopération, quand vous étiez jeune coopérant médecin auprès de, des populations, ça devait être en Afrique, je crois, pour leur venir en aide. Un médecin qui travaille sur le sida, vous, politique, mais aussi médecin, aussi scientifique, comment vous réagissez? Qu'est-ce que ça veut dire quand le politique agresse à ce point la science? Je pense d'abord que c'est une catastrophe pour les États-Unis. C'est-à-dire qu'ils sont en train de couper des pans entiers de subventions à la recherche. Ils sont toujours le premier pays du monde, le plus de prix Nobel, le plus les plus brillantes universités. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils sont en train de se tirer eux-mêmes une balle dans le pied, et d'ici, alors même qu'ils sont en compétition de plus en plus avec l'Europe bien entendu, mais de plus en plus avec les Chinois qui commencent à les supplanter dans certains domaines, y compris même aujourd'hui dans l'intelligence artificielle. C'est un peu le soft power chinois. En fait, les Chinois sont en train de refaire ce qui a été le succès de l'Amérique. Oui, un soft power notamment scientifique. Je ne vois pas la lutte stratégique, mais oui. On voit que les Chinois essayent d'investir de plus en plus dans la recherche, par exemple. Bien sûr, et c'est des concurrents extrêmement sérieux. Et dans ces conditions, c'est peut-être le pire moment pour les États-Unis d'avoir choisi cette attaque contre les principales universités et les principaux centres de recherche. Mais vous me disiez tout à l'heure, je suis médecin, ce qui m'effraie aujourd'hui, c'est de voir un ministre de la Santé qui est un anti-vaccin, qui explique partout qu'il ne faut pas faire le vaccin contre la rougeole, et depuis qu'il a commencé à dire qu'il ne fallait pas le faire et que les gens, qu'un certain nombre de gens l'ont cru, il y a une épidémie de rougeole qui est en train de se développer aux États-Unis, alors qu'il n'y avait pas eu d'épidémie de rougeole depuis. Donc on est en train d'avoir la démonstration par l'absurde de la qualité du bénéfice des vaccins, et vous avez le ministre de la Santé américain qui est en train de faire des campagnes anti-vaccination. C'est des choses qu'on n'aurait jamais cru pouvoir arriver. Est-ce que malgré tout, encore une fois, vous qui êtes scientifique, l'Amérique restera peut-être après, Trump restera quand même, un pôle scientifique? Est-ce que Trump pourra détruire toute la recherche scientifique en 4 ans? Peut-être pas. Encore une fois, vous qui êtes médecin, je me rappelle, j'étais aux États-Unis à ce moment-là, quand Donald Trump disait justement pour le Covid, il faut s'ingérer de l'eau de Javel dans le gosier, mais en même temps, même sous Donald Trump, les États-Unis avaient sorti un vaccin en 6 mois. Oui, tout à fait. Il n'en reste pas moins qu'avant la sortie du vaccin, le nombre de victimes par rapport à la population aux États-Unis a été extrêmement important. Au début, beaucoup plus important qu'en Europe et notamment qu'en France. Évidemment que Trump ne va pas, en quelques mois comme ça, annihiler tous les efforts et l'excellence de recherche américaine et l'excellence industrielle américaine, notamment en matière pharmaceutique. Mais regardez, au cours de son premier mandat, il a déjà fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, il est beaucoup plus structuré qu'avant, avec tous les experts de la Heritage Foundation qui ont préparé ce programme 2025. Et par conséquent, il faudrait... Alors, le problème, c'est est-ce que ça va continuer ou est-ce que la réaction... Moi, je pense, c'est ce que je disais dans mon premier discours au Sénat la dernière fois, celui qui a été traduit aux États-Unis. Je pense que il y a une sidération dans un premier temps, sidération des démocrates, sidération des juges, sidération de tout le monde. Aujourd'hui, la société américaine, ne serait-ce que ces émeutes-là, c'est aussi une réaction, peut-être c'est une réaction qui n'est pas obligatoirement la meilleure, mais c'est l'Amérique, y compris les juges aujourd'hui, y compris ceux de la Cour suprême, pourtant nommés par Trump. Et justement, on est en direct, Claude Maluret, vous tombez bien, puisque la justice américaine, on l'apprend à l'instant, ordonne la limitation du
du déploiement des troupes à Los Angeles. Information qui vient de tomber. On quitte un petit peu les États-Unis, Claude Malhuret, parce que cette trumpisation du monde, elle arrive en partie, en tout cas en Europe. On l'évoquait tout à l'heure. La Roumanie, où ça a été extrêmement tendu. La Pologne, dernièrement, avec le président Karol Nawrocki, élu. On écoute le discours de victoire du nouveau président polonais, populiste, qui se revendique de Donald Trump, et on parle de notre Europe juste après. Nous avons réussi à unifier l'ensemble du camp patriotique en Pologne. Des personnes qui veulent une Pologne normale, une Pologne sans migrants illégaux, une Pologne sûre. Cet ancien boxeur de 42 ans, au passé de hooligan, qui serait proche de milieux mafieux et néo-nazis, a été élu hier président avec 50,89% des voix. Historien de profession, admirateur de Donald Trump, il a joué pendant toute la campagne la carte du populisme. Critique de Bruxelles, opposé à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, il pourrait empêcher par son veto l'action du gouvernement actuel de centre-gauche. Voilà, extrait d'un reportage de notre correspondant à Berlin, Lionel Feuerstein. Claude Malhuret, la trumpisation est déjà là en Europe. Oui, alors il faut peut-être quand même nuancer en ce qui concerne la Pologne, parce que le Premier ministre, c'est quand même toujours Donald Tusk, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui peut faire la politique qu'il veut. Le président peut mettre son veto sur certains textes. Il peut mettre pas mal de bâtons dans les roues. Voilà, des bâtons dans les roues et sur certains textes, mais on n'est pas dans un basculement de la situation. En revanche, il est évident que l'Europe est touchée par le même phénomène que les États-Unis, l'opposition entre les démocrates et les populistes, et qu'il n'y avait aucun pouvoir populiste en Europe, aucun gouvernement populiste en Europe il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, il y en a plusieurs, et par conséquent, la démocratie aujourd'hui est en recul, y compris dans notre pays, et les populistes s'avancent, et il faudrait être un petit peu naïf pour penser que la France n'est pas concernée par cela. Le problème qui se pose déjà depuis plusieurs années, mais les problèmes des prochaines élections, qu'elles soient municipales, présidentielles, c'est les plus importantes en France, elles arrivent dans pas longtemps maintenant, ça va être aussi le problème de l'affrontement entre les démocrates et les populistes. Hier soir, on en parlait sur ce plateau de Sur le terrain avec l'un de nos reporters, Clément Le Goff, pour Envoyé spécial, qui avait été en Roumanie. Alors en Roumanie, finalement, vous vous rappelez, le premier tour a été invalidé. Le candidat populiste, finalement, le deuxième candidat populiste n'a pas gagné. Mais il avait été interviewé des Roumains récemment entrés, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 17 ans, dans l'Union européenne. Il ne parlait pas beaucoup d'immigration, mais c'était vraiment l'Union européenne qui était visée. L'Union européenne ne fait plus rêver. Est-ce que pour le démocrate que vous êtes, l'européaniste que vous êtes aussi, c'est une dure désillusion? Est-ce qu'il faut que l'Europe se réveille, même si on sait que ça arrive? Mais bien sûr, c'est une désillusion, parce qu'on voudrait toujours que les courbes se prolongent jusqu'au ciel, si je peux dire. Et quand on voit le fantastique espoir qu'a suscité la chute du mur de Berlin et l'entrée de tous les pays d'Europe de l'Est dans l'Europe et dans la démocratie, la plupart y sont encore quand même toujours aujourd'hui. 30 ans après, plus de 30 ans après, il y a quand même une majorité, y compris, et notamment bien entendu en Europe de l'Est. Et dans ces pays qui posent problème, regardez, le conservateur, le populiste a été élu à 50,5. En Roumanie, il n'a pas été élu. Il y a quand même encore une force. Mais il est certain qu'une partie, comme souvent dans ce genre de circonstances, le progrès, les avancées ne bénéficient pas à tout le monde. Et comme disait Tocqueville, plus la démocratie s'instaure, plus ceux qui n'en bénéficient pas, même lorsqu'ils sont minoritaires, trouvent que c'est une anomalie. Ça, c'est un beau mot de la fin de citer Tocqueville. Merci beaucoup, Claude Malhuret, d'avoir été avec nous.